Donc, nous allons parler de la Californie. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Et oui, car je suis parti 10 jours aux États-Unis. Et donc, c'est le moment de faire un petit point. Et la question est, est-ce que la Californie est finie? Est-ce que c'est la fin de ce rêve californien? Alors donc la raison de cette question, c'est que je suis, allé la semaine dernière ou il y a 2 semaines à San Francisco. Vous voyez, vue depuis, le port de Sausalito, la fameuse vue, formidable qu'on a, quand on va aux petits restaurants qui sont sur le bord de la mer à Sausalito. C'est de l'autre côté du Golden Gate et on voit au fond le Financial District de San Francisco et le nouveau pont. Voilà. Et donc, en fait, je suis allé là-bas et j'ai été reçu par monsieur le consul, avec la vue sublime depuis la résidence du consul de France. J'ai été reçu par des entreprises américaines qui savent nous accueillir au petit déjeuner avec force d'œufs brouillés et de saucisses, et une vue sur la vallée au sud de San Francisco. Et puis, j'ai bougé, je suis allé aussi, dans l'Arizona, donc oui, les belles montagnes de l'Arizona et la grande vallée toute plate de Phoenix. J'ai été invité chez des amis, donc j'ai fait un petit moment au soleil. Ça, c'est la piscine, de un niveau un peu au-dessus, là, quand on est dans l'hôtel du coin. Et je suis après allé à Houston, Texas. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est de savoir si, est-ce qu'on arrive à la fin de la Californie? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive avec les gens qui vont quitter la Californie tellement ça y coûte cher et que la qualité de vie est limitée, et cetera. Alors pourquoi, est-ce qu'on parle de ça? Parce que c'est un vrai sujet d'actualité et ce que nous allons essayer de voir pendant cette, séquence, c'est à la fois, le fait que c'est quelque chose qui est possible, puisque c'est déjà arrivé, qu'il y a beaucoup de hype autour des gens qui partent et qu'on peut se poser néanmoins la question de la clarté que ça est-ce que c'est si net que ça? Alors, il y a, un chiffre qui est assez impressionnant à voir, ces derniers temps, c'est, l'augmentation, des SDF en Californie. Alors, il y a, depuis 2010, vous voyez un trend assez net, ces dernières années, notamment, dans ce qu'on appelle, les, unsheltered, c'est ceux qui vivent dans la rue à proprement parler, mais aussi, ceux qui vivent dans les squats. On est passé donc de 120 000 à 160 000 personnes. Donc il y a 40 000 personnes de plus qui sont SDF. Et si on regarde ceux qui sont dans la rue, on est passé de 75 à 120 000. Donc on a 60 000 personnes qui sont dans la rue en plus. Et ben, ça fait beaucoup. Et quand vous promenez dans San Francisco, vous les voyez. Vous les voyez, très nettement, hein. Pendant très longtemps, San Francisco, quand je dis très longtemps, moi, j'y ai vécu 6 mois en 88, dans le coin du Civic Center, c'est-à-dire le coin de l'hôtel de ville. Il y a toujours eu beaucoup de SDF, mais là, je peux vous dire que les quelques passages en voiture que j'y ai fait, j'ai eu l'impression de traverser un asile à ciel ouvert. Et c'est même au-delà de cette zone-là, North Beach qui est le coin, un peu sympa de San Francisco où il y a tous les bars ouverts le soir et cetera, et des hôtels un peu agréables. Il y a, à 30 mètres des gens qui dorment dans la rue, ce qui est, pas tout à fait le coin où ça se trouvait d'habitude. Alors, aux États-Unis, on a déjà eu des histoires comme ça. Par exemple, il y a eu, des régions sinistrées. Heu, Vous avez, Détroit, en 2005 et Détroit en 2015.
eh ben, c'est des régions qui ont souffert de la crise de l'automobile et qui ont été entraînées par la crise automobile. Notamment parce qu'aux États-Unis, les villes peuvent faire faillite. Elles ne sont pas soutenues par l'État et du coup, bah, quand elles font faillite, il n'y a plus d'infrastructures. Donc on a vu, notamment en Californie, des nombreuses villes fantômes. Il y a des régions industrielles, notamment dans les Appalaches, où ben, quand il n'y a plus de matières premières ou que les matières premières étaient plus intéressantes, et ben, ça a disparu. Alors, revenons sur Détroit. Voilà, c'est un article qui montre qu'à Détroit, ben, il y a un problème d'accès à l'eau, tout simplement, en 2020, où voilà une de ces villes fantômes qui a été maintenue en l'état pour que ça fasse un site touristique à voir, mais c'est des villes qui ont existé puis disparu parce que là, en l'occurrence, c'était souvent lié à la rue vers l'or, ben, il n'y avait plus d'or, donc du coup, à quoi bon y rester? Donc ça, c'est un premier sujet, c'est il ne faut pas prendre à la légère le fait que la Californie puisse disparaître, parce qu'il y a effectivement des régions qui ont été extraordinairement intéressantes aux États-Unis et qui ont complètement disparu. Mais on peut trouver la même chose en Angleterre. Il y a des villes qui sont quasiment écroulées avec la disparition de l'industrie sur laquelle elles étaient bâties. Et en France aussi d'ailleurs. Il y a après un hype autour de la fuite. Donc là, c'est quelques influenceurs, quelques célébrités qui ont pu attirer notre attention sur le fait qu'il se passe quelque chose. Alors, notamment, le premier, c'est Tim Ferriss, mais après, je vous parlais de mon camarade Fabrice qui est parti et qui en a trouvé un grand intérêt à partir. Il y a Joe Rogan, Ben Shapiro, Elon Musk qui ont aussi décidé de partir. Donc, voyons un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Donc, Tim Ferriss, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est la première fois que j'ai commencé à lever l'œil sur le sujet. Parce qu'en fait, c'est un pur produit de la Silicon Valley. C'est vraiment un gars qui a fait son éducation là-bas et qui a été qui a eu des succès avec quelques startups et qui est un influenceur assez net. Il a écrit beaucoup de livres sur des sujets très divers qui sont souvent intéressants. Il a fait notamment un sujet qui est sur le 4-hour body, donc comment en quelques heures par semaine, sans y passer tout son temps, optimiser son corps. Il a fait aussi le 4-hour chef, comment apprendre des choses en quelques heures. Donc, il a tout un sujet sur comment on apprend les langues en quelques heures de travail, c'est en allant retenir les, euh, les, euh, les choses qui comptent. Et donc, il a par exemple une espèce de grille avec des verbes qu'on peut mettre à l'infinitif et qui permettent de faire des phrases de je veux faire, je veux manger, je veux courir, j'ai besoin de, il faut que, etc. Donc, ça permet, en fait, grâce à ces combinaisons de verbes à l'infinitif et de phrases un peu qui vont employer un infinitif dans toutes les différentes langues, d'être capable de se débrouiller dans 80% des cas avec très peu de… Voilà. C'est pour vous dire le type de personnage que c'est. Et donc, il y a 5-6 ans, il a décidé de partir de Californie pour aller vers le Texas. Et c'est surprenant parce qu'on est en Californie, il est en Californie, il est à Silicon Valley, il est connu et reconnu par tout le monde, et il décide que non, finalement, il ne peut pas continuer à rester là. Alors, le suivant, c'est Joe Rogan, donc c'est un podcasteur à succès. À chaque fois qu'il va interviewer quelqu'un, il va avoir plusieurs millions de personnes qui vont l'écouter, alors que c'est des interviews qui durent plusieurs heures. Donc, si vous avez l'occasion de l'écouter, il a vraiment une vraie capacité à interviewer. Et avant ça,
un spécialiste des arts martiaux. Il a été pendant des années un des commentateurs des combats de l'UFC, et donc des combats dans les cages. Et il a été aussi le présentateur du Fear Factor, donc qui est une émission américaine où on faisait faire des choses où on essayait de voir jusqu'à quel moment les gens arrivaient à aller au-delà de leur peur dans des sortes de compétitions. Et par ailleurs, il est aussi un comique, donc vous pouvez regarder ses one-man shows sur Netflix, il est très drôle. Voilà. Et puis, autre personnage, Ben Shapiro, donc là, qui est quelqu'un de beaucoup plus marqué, hein. C'est un des politiques de droite américaine, mais qui est un de ces membres de la communauté juive de Los Angeles qui a toujours vécu là-bas et qui jamais n'aurait imaginé quitter Los Angeles, et qui a décidé de se relocaliser, je crois, dans le Tennessee. Donc, voilà. Et puis, Elon Musk, récemment, bah, en fait, il est parti de Californie et il est en train d'expliquer que la Californie est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Donc là, vous voyez Elon Musk en train de fumer un joint, justement invité par Joe Rogan comme l'année précédente. Et si vous voulez, je vais finir sur l'exemple de mon camarade Fabrice, qui travaillait dans la région de San Francisco. Il travaillait dans la construction, donc il y a toujours beaucoup de boulot dans la région de San Francisco. Il y a pas mal de constructions qui ont lieu, et puis c'est des choses avec des normes antisismiques, c'est des choses qui sont assez complexes. Et en fait, à un moment donné, il a décidé de partir, et sa décision reposait sur pas mal de facteurs qui, bah, aujourd'hui, il ne regrette absolument pas d'être parti. Il est parti parce que il avait un job ailleurs qui le payait autant et qui lui demandait moins de travail. Déjà, c'est une bonne raison. Ensuite, il a trouvé des écoles pour ses enfants qui étaient beaucoup mieux en termes de qualité pour le même prix. Enfin, il avait des impôts qui ont divisé par 3. Et pour finir, ses enfants ont trouvé des places dans des universités locales, et comme ce sont des bons élèves, ils ont été invités à venir quasi gratuitement à l'université. Ce qui est absolument pas possible en Californie, hein. En Californie, il y a seulement les gens qui appartiennent à des minorités qui peuvent avoir des avantages, mais certainement pas des bons élèves, parce qu'apparemment, ils en ont déjà suffisamment. Donc, cette fuite visible, bah, la question, c'est: est-ce que c'est vraiment une fuite? Est-ce qu'il y a vraiment un départ tant que ça? Donc, si on regarde les chiffres, c'est pas si clair. C'est pas si clair, ça veut dire que, en fait, on voit des gens qui partent de San Francisco, ça c'est clair. Il y a une réduction de 1% par an, mais beaucoup partent s'installer dans la région autour. Il y a des départs de la région autour de la Bay Area, la région de la baie, mais en général, c'est pour partir en Californie. Donc c'est pas, et quand ils partent de Californie, et ben souvent, ils vont non pas dans les États mis en avant par les quelques influenceurs que je vous ai signalés avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les red states, les États républicains, donc Texas, Floride, Tennessee, Kentucky, etc. Mais ils vont plutôt dans l'Oregon ou Washington State, qui sont un peu plus au nord, et qui sont des zones qui sont tout aussi démocrates et tout aussi influencées à gauche que l'est la Californie. Donc, ces chiffres ne sont pas très, 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 très clairs. Est-ce que c'est un mouvement habituel
Les gens arrivent en Californie pour travailler et finissent par en partir quand ils n'ont pas réussi, ce qui serait la même chose que toutes les grandes métropoles. C'est ce qui se passe à Paris, c'est ce qui se passe à New York. On vient pour faire ses études et puis quand on arrive à 35, 40 ans, on n'a plus le niveau de vie suffisant pour pouvoir entretenir une famille dans une ville comme celle-là. Et donc, du coup, on est un peu obligé de partir au moins en banlieue et voire même dans une ville de province où pour le même salaire, on va vivre beaucoup, beaucoup mieux. L'autre chose qui fait que c'est pas si clair, c'est que c'est du déjà vu. C'est-à-dire qu'on a déjà décrit la fin de la Silicon Valley en 2002 lors de la crise des dot-com. En 2008, c'était moins net parce que la Californie était moins touchée, mais néanmoins, c'est régulier quand vous allez là-bas souvent d'entendre des choses comme oui, ben là, le trafic sur la 101, qui est la principale autoroute, est tellement fluide que c'est le signe que rien ne va plus dans la Silicon Valley. Mais pour autant, les raisons de la capacité d'attraction de la Silicon Valley semblent être toujours là. C'est-à-dire, c'est notamment le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui vient arroser la vallée, à la fois de l'argent des investisseurs en capital risque, mais aussi l'argent de l'État américain du département de la défense américain. Alors ça, on peut se dire que cette partie-là, elle va peut-être pas être toujours là, hein, parce que, faut pas oublier que, l'État américain est très, très, très endetté et que, on arrive un peu aux limites de ses capacités. Donc voilà, voilà en fait, une situation, contrastée. L'argent est toujours là, les les, heu, les, les voitures de luxe sont toujours, la norme, de quand on va dans certaines régions, dans certains coins de la région de la baie. Il y a toujours autant de Tesla, de de de, de Lexus et de Mercedes. Hem, mais en fait, on peut vraiment, se poser la question, notamment, parce que, hem, avec ces chiffres et avec ces observations, on ne sait pas s'il n'y a pas un départ, des gens, les plus actifs et les plus, dynamiques. Est-ce que c'est seulement, ceux qui n'ont pas réussi à s'adapter qui partent et puis, les autres qui restent? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de voir, une forme d'épuisement, un peu invisible, de la, de la de ce qui fait l'attraction de la Silicon Valley, c'est-à-dire, cette concentration, de gens intéressants et intelligents. Il faut si vous ajoutez à ça le fait qu'il y a une inflation, terrible partout aux États-Unis, mais encore plus importante, en Californie, et dans la région de San Francisco. Dans la région de San Francisco, on ne trouve pas un développeur à moins de 200 000 l'année. Ça fait cher, et pour autant, c'est pas quelqu'un qui va rouler sur l'or. C'est quelqu'un qui va, vivre de manière satisfaisante, vu, les coûts de l'immobilier, les coûts de l'éducation, les, emprunts, qu'ils doivent rembourser suite à leur éducation et cetera. Donc, il y a un sujet ouvert, là-dessus. En conclusion, bah, donc on n'en sait rien. Le phénix peut revivre comme par le passé. Et il y a, à mon avis, ce vrai sujet qu'il va falloir observer dans le futur, qui est la question de est-ce que, les chiffres qui ont l'air d'être plutôt rassurants, heu, sont en faux semblant? Est-ce qu'ils sont en train de masquer, cette, une vraie, un vrai effondrement de l'avantage compétitif de la Silicon Valley?
Alors, pour ce qui est de l'industrie des startups, on est encore très, très, très loin de ça. Mais il n'y a pas que les startups dans la vie, il y a la vraie vie, l'économie, et cetera. Et donc, on est quand même en train de parler d'une région qui a vraiment un gros problème euh, avec l'eau, avec l'électricité, avec l'enseignement, avec les solutions de transport, avec le logement. Enfin, donc, c'est certes, il y a un bénéfice à y vivre, mais il y a de plus en plus un vrai questionnement. Voilà mes réflexions suite à mon petit voyage aux États-Unis. J'espère que ça vous permet de réfléchir un peu ou de- d'élargir votre point de vue. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat YouTube. Je garde un œil dessus. Sinon, soit vous pouvez prendre la parole en levant la main ou envoyer une question dans le chat de Zoom si vous êtes avec nous en direct. Et timide. C'est ça. Mais j'ai l'impression que les gens sont encore en train de digérer toutes les informations que tu nous as données. François-Éric, ton opinion? C'est très intéressant ce que tu dis. Ça pose la question en fait de savoir si l'inflation générée par le manque de talent informatique et donc la hausse des coûts des salaires informatiques crée un tel différentiel que les autres, enfin toutes les personnes qui travaillent dans les services autour, que ce soit les gens qui travaillent chez Starbucks, les gens qui travaillent de taxi, d'Uber, etc., j'en passe à des meilleurs, et pas obligatoirement des jobs les plus simples, hein, je parle de tous les services autour, Mm. dont les salaires n'augmentent pas parce qu'il n'y a pas de gain de productivité réel ou très faible. Cette différence génère une inflation du reste des actifs, Mm. donc les autres ne peuvent pas suivre, et donc on peut se retrouver dans une situation paradoxale, et ce qui peut être la justification, en tout cas, de l'image d'Épinal de la fuite, à savoir est-ce que les informaticiens ne vont pas se retrouver tout seuls et donc sans aucun service pour les fournir, caricaturalement. Et ça, c'est Ben, invivable. oui, la vraie raison pour laquelle il y a un salaire aussi élevé pour les informaticiens, outre le fait qu'on n'en trouve pas assez, c'est que pour vivre sur place, vu le coût de tous les autres services qui eux aussi ont augmenté, euh, les, les- les salaires dans les restaurants ont monté de 50%. Oui, mais Ils ne trouvaient plus. comme il n'y a pas de gain de productivité, la grande différence, c'est qu'autant dans l'activité IT, tu as des gains de productivité sous-jacents parce qu'au fur et à mesure, tu peux faire des choses, automatiser un certain nombre de process. Hum, Autant dans un restaurant, malgré quelques tentatives hautes en couleur qu'on peut voir sur Internet facilement, ouais, là, les gains de productivité réels ne sont pas très élevés. ouais, Et que ce soit les restaurants, enfin toute forme de service ouais, bien sûr. traditionnel, ces gains de productivité, c'est la vieille histoire des ciseaux Hum, et des courbes en ciseaux. Et ce différentiel fait que même si tu augmentes les coûts de salaire, ils n'augmentent pas en fonction de l'inflation réelle sous-jacente. Et il y a un moment où c'est invivable pour eux. Et donc, si c'est invivable pour eux, par définition, même si tu as augmenté beaucoup les prix de ceux qui restent, tu as une attrition des services basiques. Et cette Il y attrition a, des services basiques rend la qualité de vie des gens qui ont les moyens moins bonne. Alors, c'est vrai qu'il y a, enfin, les services ont vachement baissé. Alors, c'est probablement lié à la pandémie actuellement, hein, mais le nombre de restaurants qui ont fermé est absolument hallucinant. Le nombre de boutiques fermées dans San Francisco, c'est à pleurer. Euh, C'est lié c'est aux gens qui sont dans la rue de manière relativement logique. c'est logique. Puis tout simplement, ils ont fermé pour la pandémie, donc du coup, les boutiques ont fait faillite, quoi. Ils n'ont pas pu rouvrir. Et il y a pas aujourd'hui, alors ça peut certainement reprendre à tout le monde, mais aujourd'hui, il y a personne pour reprendre les leases.
pour reprendre les locations. Et ils ont un mal fou à réembaucher du personnel pour le service, aussi bien dans les hôtels, dans les restaurants, et cetera. En gros, il y avait des gens qui venaient et qui travaillaient dur, qui n'étaient pas très, très bien payés, mais le moment où on les a mis à la porte en disant: «Bah, désolé, on n'a plus de boulot», ça a été une trahison et ils n'ont pas l'intention de revenir. Ils ont trouvé d'autres façons de vivre ou ils sont partis ailleurs, mais ils vont pas revenir et heu et du coup, la qualité de service dans les hôtels a chuté considérablement. Mon hôtel traditionnel où je vais à chaque fois, ben non, mais on a fermé le resto. Pour le Je peux petit-déj, pas là, le petit coin petit-déj, disparu. parler. Je peux parler. Et oui. En ce qui concerne les équipes, la réorganisation des équipes, que ce soit dans une société cotée au CAC 40 ou une petite PME, c'est dramatique quand on licencie parce que tu as mis un temps fou à trouver une bonne équipe, Mmh. tu vois, une bonne équipe talentueuse, performante. Puis du jour au lendemain, ils se retrouvent à la porte. Mmh. Et effectivement, c'est perçu comme une trahison. Mmh. Et en fait, les employés ont plus confiance au système aussi, tu vois. Alors, c'est un sujet dont il faudra sans doute qu'on reparle, mais il y a plusieurs points là-dessus. Le premier, c'est qu'on considère qu'une boîte qui a licencié plus de 15% de ses effectifs et en général n'y survit pas. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas seulement les gens qui ont été mis dehors qui se sentent trahis, mais il y a aussi leurs collaborateurs ou collègues qui, eux, se disent manifestement, on n'est pas autant à l'abri que ça dans cette boîte et je serai probablement le prochain sur la liste. Donc, Je- c'est un vrai sujet. Tu veux, il y Maintenant, a une perte de confiance du personnel qui a été formé. oui, mais la Et réalité, c'est à partir du que moment où il y a perte de confiance, c'est certainement un sujet, mais quand on est en Californie et qu'on possède un business d'hôtellerie, eh ben, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de touristes, il n'y avait plus tous ces visiteurs incessants qui viennent en Californie pour voir des boîtes enfin, qui viennent à San Francisco pour voir des boîtes de la vallée. C'était vide parce que le gouvernement américain avait fermé les frontières. Si on n'était pas citoyen américain ou avec une carte de résident, on ne pouvait plus aller aux États-Unis. Alors, à partir de là, enfin, si on pouvait réussir à y rentrer à partir de certaines destinations, donc j'avais un copain et voilà, il est allé passer 15 jours, à Aruba et puis après de Aruba, il pouvait réussir à rentrer aux États-Unis. Comme Aruba, dépend de la Hollande, il pouvait aller, depuis l'Europe, ça c'était OK et puis après il pouvait donc il y avait des passages possibles, mais ça demandait de rester 15 jours dans un coin avant de pouvoir rentrer aux États-Unis, quoi. Donc c'est pas, c'est plus la possibilité de faire des allers-retours, comme le font les gens, sur, San Francisco, par exemple. Donc rien que pour parler de l'hôtellerie, bah, l'hôtellerie, ils ont fermé. Et puis maintenant, eh ben, ils ont du mal à réembaucher et du coup, le service est terrible. Heu, mais c'est pas forcément uniquement la Californie d'ailleurs, hein, il y a des trucs qui se sont dégradés, à plein de points de vue. Voilà. On a parlé avec les gens de chez Uber, ben, Uber, ils ont un mal fou à retrouver des chauffeurs. Et donc du coup, ils sont obligés de leur passer un peu toutes les foucades, quoi. Donc ça a une détérioration du service, avec des si tu tas de te mets gens qui viennent du si tu te mets à la place des employés, Jean-Christophe, tu as passé 10 ans dans une boîte ou 15 ans dans une boîte, tu as été gonflé à bloc par un manager,
pour foncer, pour faire du chiffre d'affaires, pour te donner à fond. Et puis du jour au lendemain, tu es remercié. Ouais, bien sûr. Euh, si tu veux, si tu veux On est d'accord, hein. On est d'accord, il y a pas. bah, Et c'est- si tu veux, c'est dramatique pour le salarié. on est d'accord, c'est un vrai sujet. Et ce qui est un sujet, c'est quand l'entreprise imagine que derrière, elle va repartir en réembauchant les gens comme si de rien ne s'est passé. Et en fait, c'est vrai que ça laisse une trace. Et comme je te disais, on a constaté que les grandes entreprises américaines qui font des licenciements, je crois que la limite, c'était plus de 20% de leurs effectifs. En général, tu t'aperçois qu'elles n'y survivent pas, que l'entreprise, derrière, n'arrive pas à se remettre en route, n'arrive pas à reprendre de la croissance et finit par être avalée par quelqu'un. Bah oui, parce que Donc ça, le personnel, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait rentrer du chiffre d'affaires. ah, Hein. Euh, si- tu voudrais qu'on cite Jean Bodin, euh, qui, au XVIe siècle, disait « Il n'est de richesse que d'hommes ». ah bah, sans les hommes, on n'est rien, Jean-Christophe. Je sais Hein. bien. Jean-Christophe, pour reprendre ta statistique de 15 ou de 20 que tu évoquais, Ouais. quand on voit à peu près maintenant quotidiennement des entreprises qui sont en troisième ou quatrième tour de capital, donc qui sont juste en dessous de la taille de devenir des licornes, Mm. qui dégraissent à coût de 10% ou plus de leur personnel parce qu'elles n'arrivent pas à faire le tour suivant. Mm. Est-ce que ce n'est pas là aussi un des facteurs de ce que tu évoquais, c'est-à-dire que le fait que ces entreprises se retrouvent dans une situation du fait de la tension sur les marchés financiers qui génère une crainte de la part de leurs financeurs habituels, que sont les late stage capital risqueurs, enfin, tu les appelles comme tu veux, Mm. ceux qui font les tours avant d'aller en bourse et qui savent que pour le moment, ils ne peuvent plus aller en bourse parce que les valorisations ont tellement chuté qu'il y a, il y a un delta qui s'est créé qui leur est contre-productif. Le retard de tous ces financements génère actuellement des coupes sèches d'emploi dans beaucoup de sociétés. Est-ce que ça n'a pas aujourd'hui cet effet et avec ce risque d'être un présage très mauvais pour ces sociétés, vu leur situation instable et et vu ce que tu évoquais? Écoute, c'est une histoire vieille comme le monde. Je te rappelle la différence entre le canal de Suez et le canal de Panama. Le canal de Suez, euh, il était en retard. Il était en retard. Il était comme tous les chantiers comme ça. Il a dû refaire des tours de financement, revenir en bourse, etc. Et pourtant, si tu veux, ça a donné la compagnie financière de Suez, ça a donné des choses qui, 100 ans après, étaient toujours là. Et le canal de Panama, il était en retard aussi, mais il est arrivé à rechercher de l'argent sur le marché en 1885, qui était au pire de la crise financière des années 1880. Et donc, il n'a pas pu se refinancer et il n'est pas sorti de terre avant 1913 ou quelque chose comme ça. Donc, il a perdu près de 30 ans parce que il a dû downsizer, faire faillite, se faire reprendre, avoir les Américains qui remettent la main dessus, qui montent comme ils savent le faire, un nouvel État sorti de nulle part, qui s'appelle le Panama, qui était à l'origine la Colombie. Hein, c'était la Colombie qui aurait dû. Enfin, le premier canal de Suez était dans la Colombie, il n'était pas dans un état du Panama. Et tu vois, ça fait très longtemps qu'on voit des ventures qui sont du all-in et qui pensent que c'est bon, on va se refinancer et qui se retrouvent dans un moment où il n'y a pas de financement. Tout à fait. Dans le cas du Panama, ça fait un peu penser aussi dans le cas du canal Panama, il y a aussi un paradoxe de plus, mais qui est classique quand il y a de la surliquidité
ça génère toujours non seulement ce genre de phénomène que tu évoques, c'est-à-dire de confiance trop grande, mais cette confiance trop grande provoque aussi d'autres phénomènes qui sont, on va dire poliment, des gabegies volontaires, ce qui a provoqué un certain scandale dans le cas de Panama. Mais en fait, le scandale de Panama, c'est les tentatives de corruption pour essayer de réussir à passer sur le marché financier à un moment où c'était devenu plus possible et il fallait absolument passer. Et en fait, c'est marrant parce qu'une grosse partie du scandale de Panama, c'est lié au fait que on n'arrive plus à rentrer sur le marché financier parce que le marché est. Enfin, pour dire à quel point cette crise était importante, hein, ça, je pourrais faire tout un truc dessus. Émile Zola, en 1878, écrit Le bonheur des dames. En 1885, il écrit Le truc sur la mine, là, Germinal. Germinal. Pas la même histoire, hein. C'est, on passe de la société de consommation où tout va bien à non, mais c'est la mort, c'est la fin, les patrons sont des salauds, etc. C'est pour vous dire la profondeur de cette crise qui a duré de 1880-81 à 1895. C'est une vraie crise très, 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 très profonde qui est à l'origine de quasiment tous les partis communistes révolutionnaires. Ils sont tous nés entre 85 et 90. L'Internationale ouvrière est née en 89. Le 1er mai, ça date de 89. C'est plus tardif que ça, c'était Ford le 1er mai. Hein? C'est Ford qui avait fait charger ses employés le 1er mai. Et ben en fait, tu as eu un 1er mai, tu as eu plusieurs. Tu as eu la date où on a institué il faudrait qu'on fasse le 1er mai et les ouvriers s'y mettent à faire. Et puis tu as, c'est pas Ford, mais c'est une mine dans les Appalaches où il y a eu un massacre. Et puis tu as eu en France, en 91, un truc, je crois que c'était à Carmaux, où il y avait eu encore un sujet comme ça. Enfin, mais tu vois que c'était dans plusieurs pays en même temps où on se retrouve à avoir des grands mouvements ouvriers. De la même façon qu'on trouve tout au long, pendant tout le début des années 90, des attentats faits par des anarchistes. Entre 1894 et 1994, il était interdit en France d'être un anarchiste. On pouvait aller en prison pour être un anarchiste. D'où les rebelles qui mettaient sur leur sac à dos US un signe d'anarchiste pour dire que c'était des vrais rebelles. Et ça date de 1894, il y a eu un attentat à la bombe à l'Assemblée nationale. Et de mémoire, en 92 ou 93, il y a un président français qui a été assassiné par un anarchiste. Donc voilà, pour vous dire que c'était une période terrible et que dans cette période, on a vu, il y avait déjà à cette époque-là, l'équivalent des licornes et l'équivalent des startups avec la société de Suez et la société du Canal de Panama. Alors, la question que pose Frédéric, c'est est-ce que les phénomènes invisibles que j'ai remarqués qui dégradent les services ne vont pas laisser la place à de nouveaux employés, à de nouvelles entreprises? Alors, ça, c'est très schumpeterien, c'est la faillite des boîtes non productives va laisser la place, du coup, à va libérer des ressources humaines et financières pour les innovateurs. Et c'est vrai, mais néanmoins, c'est vrai au niveau global. Donc, au niveau local, ça n'empêche pas qu'il y ait des villes
qui est quasiment disparu ou qui ait eu des éclipses de plusieurs dizaines d'années. L'exemple de Détroit est assez intéressant pour ça. L'exemple de Détroit, en fait, c'est une ville avec une faillite générale, c'est-à-dire où les forces de police n'ont pas assez de moyens, où l'eau, l'électricité est quasiment pas là, les transports publics disparaissent. Enfin, tout ça fait que tout d'un coup, là où c'était facile d'y vivre, ça devient de plus en plus compliqué et finalement n'y vivent que ceux qui n'ont plus le choix. Et donc, ça devient des cités où la drogue et la, et la, et la délinquance existent. Après, bah, il y a des moments où si la ville réussit à résister, ben, elle redevient attractive parce que on peut s'y installer, parce qu'il y a des gens disponibles qui ont une certaine capacité à produire, qu'il y a des lieux existants qui ont des formes d'avantages logistiques, etc. Donc, Détroit est en train, a priori, de redécoller, même si leur équipe de football américain est toujours aussi nulle. Il faut le dire. Je suis obligé de le dire. Voilà, voilà. Bon, bah, les amis, c'est probablement l'heure de conclure. Merci de votre présence pour ceux qui se sont déplacés en ce jour de pont de l'Ascension. Et puis donc, on peut rappeler à Patrick que ce n'est pas bien d'abandonner cette émission au prétexte qu'on a des engagements familiaux, hein, parce que finalement, c'est quoi cette histoire? Et on se revoit bien, vendredi prochain, comme tous les vendredis, à 10h30 pour une nouvelle chronique ou deux nouvelles chroniques en principe. Merci à tous. À la semaine prochaine.